Donc bonsoir à tous. Merci de votre présence ce soir. Nous nous retrouvons donc ce soir pour la troisième conférence de notre cycle autour de l'exposition Ex Bibliotheca, les vies secrètes du livre. Exposition que je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à visiter dans le hall de ce même bâtiment Saint-Charles-I jusqu'au 8 décembre. Et l'exposition donc présente des actions de conservation, restauration, numérisation, photographie et valorisation qui sont mises en œuvre autour des collections patrimoniales des universités de Montpellier par les ateliers patrimoniaux du service de coopération documentaire interuniversitaire. Nous accueillons donc Madame Élodie Lévesque, que je remercie vivement d'avoir accepté d'intervenir ce soir. Madame Élodie Lévesque est diplômée d'un master en conservation-restauration des biens culturels, spécialité art graphique et livres de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, université où elle est aujourd'hui maître de conférences en histoire et civilisation, membre de l'unité de recherche ICSA, qui veut dire Histoire culturelle et sociale de l'art, ainsi que de l'école d'histoire de l'art et d'archéologie de la Sorbonne. Elle est également membre associé de l'Institut de recherche et d'histoire des textes. Elle est spécialiste de l'histoire des techniques de la reliure du Moyen-Âge à nos jours, en particulier les reliures carolingiennes et romanes, de la manufacture des reliures médiévales, de leur structure et matériaux constitutifs, des cuirs et parchemins et des pratiques des artisans du livre au Moyen-Âge. Élodie Lévesque est l'auteur de nombreuses publications portant sur la conservation des manuscrits dans ces différents domaines. Elle est également membre du conseil consultatif du séminaire Care and Conservation of Manuscripts de l'Université de Copenhague, ainsi que de différentes associations internationales, parmi lesquelles the International Association of Book and Paper Conservators, autrement connu sous le nom de IADA. Sa thèse, soutenue en 2020, a pour titre « Les reliures romanes de la bibliothèque de Clairvaux, études archéologiques et biocodicologiques ». Je vous en cite le titre car il a bien sûr un rapport direct avec la conférence de ce soir. Je signale au passage que le traitement de texte ne reconnaît pas le mot biocodicologie, ce détail qui montre l'aspect innovateur de ce centre de recherche. Elle est d'ailleurs un des membres fondateurs du projet du European Research Council From Beasts to Craft, Biocodicology as a New Approach to the Study of Parchment Manuscripts. Alors, From Beasts to Craft, j'aimerais bien une petite traduction parce que de la bête à quoi, l'artisanat, on dit ça serait la meilleure traduction. Voilà, donc biocodicologie comme une approche nouvelle à l'étude des manuscrits en parchemin. Antérieurement, elle a occupé le poste de responsable de la conservation-restauration de la Bibliothèque nationale d'Irlande. Et encore précédemment, de 2012 à 2015, elle a été conservateur-restaurateur à l'atelier de conservation-restauration de la Bibliothèque interuniversitaire de Montpellier. C'est donc une ancienne collègue que nous retrouvons avec beaucoup de joie aujourd'hui. Et de fait, on peut dire, je crois, que c'est à Montpellier, parmi nous, je dois dire que nous en sommes un petit peu fiers, qu'a commencé l'aventure de ses recherches sur les reliures des manuscrits de Clairvaux, dont elle va nous présenter certains des résultats ce soir. Des résultats ébouriffants. J'aurais aimé dire désopilants parce que vous savez peut-être, on parle des libri pilosi pour certains de ces manuscrits, des livres pileux, des livres recouverts de poils. Mais des poils, ça peut aussi s'ébouriffer et ébouriffant va assez bien, je crois, pour vous faire comprendre, sans gâcher l'effet de surprise, que vous allez être étonné. Pour évoquer ses premiers contacts avec les manuscrits de Clairvaux à Montpellier, je vais laisser la parole à Madame Anne-Sophie Gagnal. Madame Gagnal est responsable de l'atelier de conservation-restauration du service de coopération documentaire interuniversitaire et à ce titre, l'une des organisatrices avec ses collègues des ateliers patrimoniaux de l'exposition Ex Bibliotheca et des manifestations qui l'accompagnent, comme la conférence d'aujourd'hui. Elle-même conservateur-restaurateur, titulaire d'un master de conservation-restauration des biens culturels, spécialité papier art graphique de l'école de Condé. Elle dirige l'atelier depuis 2012, donc au moment où Élodie est arrivée, à l'époque dans le cadre de la bibliothèque interuniversitaire de Montpellier. Je la laisse donc nous présenter le contexte dans lequel les manuscrits de Clairvaux sont arrivés sur les établis de l'atelier, et particulièrement celui d'Élodie Lévesque, avec les suites que nous allons découvrir. Merci Hélène. Oui, effectivement, on est arrivé, moi j'étais arrivée un petit peu avant à Montpellier, mais on a commencé à travailler ensemble en 2012 et je pense que le projet Clairvaux, c'est à peu près le premier gros projet qu'on a mené ensemble et qu'on a mené dans nos carrières respectives, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, ça a été un moment assez important pour l'atelier de conservation-restauration à l'époque de la BIU. Donc voilà, on voulait justement en faire un rapide rappel, parce que bon, maintenant ça fait 10 ans,
depuis qu'on a travaillé dessus. Donc, voilà. Mais c'est un bon moment quand même. Et puis bah, moi, je pense que Élodie, est-ce que c'était la première fois que tu approchais Clairvaux? Les manuscrits de Clairvaux? Oui, voilà. Donc, ma foi, c'est donc bien ici que tout a commencé. Voilà. Donc, eh ben, effectivement, pourquoi des manuscrits de Clairvaux à Montpellier? Rapidement, hein, je ne vais pas refaire l'histoire, on trouve facilement les informations, mais effectivement, au début du 19e, Victor Gabriel Prunel, bibliothécaire de l'école de médecine, mais aussi inspecteur des... Pardon? Non, non, inspecteur des. Alors, j'ai mangé le nom, Hélène. Des dépôts littéraires. Merci, Pascaline. Heureusement que Pascaline est aussi là. Fait le tour des dépôts littéraires et a l'autorisation de récupérer des manuscrits qu'il ramène à Montpellier pour constituer la collection de l'école de médecine. Donc, dans ces pérégrinations, il passe par Troyes et 72 manuscrits finissent par atterrir à la bibliothèque de l'école de médecine. Et nous, c'est au printemps 2013 que les tractations ont commencé avec la médiathèque du Grand Troyes. Donc, leur objectif, c'était effectivement de reconstituer virtuellement la bibliothèque de l'abbaye de Clairvaux telle qu'elle était selon le catalogue de 1472. Donc, cette collection A3 est classée et elle a un label Mémoire du Monde. Et donc, leur objectif était de numériser la totalité des manuscrits, alors les leurs, mais aussi ceux qui étaient à l'extérieur. Donc, vous avez vu hein, sur cette slide, on voit qu'il y en a, la majorité est à Montpellier, mais on en trouve aussi, alors là, c'est écrit trop petit pour moi, mais de mémoire, il y a Prague, il y a la BNF, il y a Londres, Florence, la British, oui, c'est ça. La Belgique, etc. T'es tous allés les voir? Donc pour nous, ça a été un moment assez important et à partir de juillet 2013, on a mis un mois pour faire un constat d'état détaillé et un diagnostic d'état de ces 72 manuscrits. Donc avec toujours l'idée de prendre en compte, de limiter les risques de dégradation pendant la numérisation, de préserver l'histoire de la collection. On voulait garder un maximum des traces et donc ne pas modifier la forme physique de la collection le moins possible. Et rationaliser les mouvements entre les ateliers. Et ça a été, je pense, un peu le grand exercice de ce chantier, puisque donc à l'époque, l'atelier de restauration, l'atelier de numérisation n'étaient pas sur le même site et la bibliothèque historique de médecine reste 2 rues d'école de médecine. Donc ça n'a pas changé. Donc, il fallait organiser le circuit et on s'est rendu compte qu'il y avait, en fonction de l'état de dégradation de certains manuscrits, certains pouvaient être numérisés assez rapidement, avec, on va dire, une petite semaine d'intervention, de préparation, mais d'autres ne pouvaient absolument pas l'être en l'état. Donc, il y avait des traitements à prévoir et donc il fallait faire la rotation. On a aussi, à ce moment-là, choisi de faire certaines interventions avant numérisation, d'autres après numérisation. Donc, ça fait partie des évolutions aussi dans le travail entre les ateliers. Et donc, du coup, il fallait être, comme on avait 9 mois pour fournir les images, il fallait vraiment être le plus efficace possible et ne pas se perdre dans les rues de Montpellier, même si aujourd'hui, c'est encore pire au niveau circulation. À l'époque, c'était pas simple non plus. Donc, on a commencé les traitements en septembre 2013, ce que je vous disais, avec des opérations simultanées. Donc là, on voit effectivement Élodie qui est derrière le stéréomicroscope, Morgane qui travaillait aussi à l'atelier de restauration à l'époque, et Jean-René qui était maintenant qui est à la retraite, mais qui à l'époque était opérateur de numérisation. Donc, ça nous a permis, le premier diagnostic et l'évaluation, déjà de constater sous quelle forme se trouve cette collection. Et en fait, on se rend compte qu'elle est très variée. On a à peu près, donc, sur les 72 manuscrits, 33 qui ont des reliures dites médiévales au sens large, hein,
période précise. Et on a l'autre part qui est qui sont des reliures refaites, plus contemporaines, voire modernes, avec des choses qui ont été restaurées qui étaient restaurées depuis peu, en fait. On a aussi commencé à se poser la question de l'état des couches picturales, des enluminures et des lettrines, en constatant qu'effectivement, certaines couches picturales étaient particulièrement fragilisées. Donc, ça a été un peu le début de l'aventure pour l'atelier de restauration sur cette question-là. Et c'est justement Élodie qui menait pour l'atelier tous ces traitements-là. Donc, ce que je vous disais, c'était que ce chantier, ça avait vraiment été un moment presque fondateur, j'oserais dire, pour l'atelier de restauration et pour l'atelier de numérisation. Ça a été vraiment le début de vraiment la relation entre les deux ateliers. Aujourd'hui, peut-être un jour, vous aurez l'occasion de venir visiter les ateliers, mais on travaille en étroite collaboration tous les 5, puisqu'on est 5. Et ça a aussi été, je pense, un moment important dans l'approche et le travail avec les responsables de fonds, beaucoup plus dans la discussion. On a lancé d'autres chantiers ensuite sur les manuscrits. Et notre idée était toujours de prendre en compte le fait qu'on devait absolument mener des interventions qui soient minimalistes pour intervenir, pour impacter le moins possible sur l'état, sur les reliures, pour ne pas perdre l'histoire de ces reliures. Et aussi de revoir toute notre manière de procéder pour ce qui est justement des diagnostics d'état, des constats d'état, des rapports de traitement. Donc, c'est vraiment à partir de ce moment-là que tout a été remis à plat. Et puis, dans les traitements vraiment en termes de conservation préventive et curative, le degré d'ouverture des manuscrits au moment de la numérisation est vraiment devenu un élément important de la discussion entre l'atelier de numérisation, les responsables de fonds et l'atelier de restauration. Et puis, on a lancé la stabilisation, on va dire, des couches picturales. Et ça, il y a peu d'ateliers en France qui le font. Et donc, on peut le préciser, se permettre de le préciser. Voilà. Et donc, tout ça pour nous amener jusqu'à l'avril. En avril 2014, on a fourni donc 24 000 images à la médiathèque du Grand 3, ce qui fait 1 téraoctet de données. Et le tout a été mis en ligne donc sur leur bibliothèque, la BVC, donc en 2015. Et nous, de notre côté, sur la bibliothèque patrimoniale numérique Folia, que vous pouvez aussi aujourd'hui toujours retrouver. Voilà. Donc, elle a juste changé un petit peu d'adresse URL, mais c'est pas grand-chose. Ça vous change pas. Voilà. Donc maintenant, je vais laisser la place à Élodie parce qu'elle a continué le travail sur ces manuscrits et effectivement a fait des découvertes qui nous ont confortés dans le fait qu'on a bien fait de ne pas mener de traitement trop invasif sur les reliures les plus anciennes. Merci Élodie. Bonjour à tous, merci d'être venus aujourd'hui. Ce qui est bien, c'est que je vois personne là. J'ai l'impression d'être un peu sur la scène de l'Olympia. Je sais pas vraiment ce que ça fait en fait la scène de l'Olympia, mais j'imagine que ça fait ça. Voilà, donc comme l'a déjà dit Hélène et comme l'a réexpliqué tout à l'heure Anne-Sophie, effectivement c'est parce que j'ai travaillé à Montpellier que j'ai découvert la collection des manuscrits de Clairvaux et que je me suis dit qu'il y avait peut-être une recherche à faire sur le sujet. Et donc c'est Marine Kishin qui était à l'époque adjointe à la direction, je sais pas si, je crois pas, qui m'avait un petit peu amené sur l'idée de faire une thèse de doctorat et qui m'a aidé en fait à trouver un directeur de thèse. Et donc je me suis lancée. Alors bon, voilà, c'est une grande aventure. Et donc pourquoi est-ce que ça méritait une thèse? Je vais vous expliquer. Bon, donc déjà, c'est quand même une collection. Là, vous voyez en fait sur cette image, la bibliothèque de Clairvaux en fait a été transférée de Clairvaux à la médiathèque du Grand 3. Je sais plus comment elle change de nom tous les 3 ans. Donc bref, c'était la bibliothèque municipale. Maintenant, je crois qu'il y a eu la médiathèque du Grand 3 et maintenant, je crois que c'est je sais plus, de l'agglomération. Bon bref, excusez-moi, mais en tout cas, c'est la même bibliothèque.
Et ils ont en fait, l'architecte a vraiment travaillé pour transférer la bibliothèque dans la médiathèque avec tout un travail sur la perspective, etc. C'est assez magnifique. Donc là, ça paraît immense. Et en fait, quand tu es dans la salle, c'est juste un jeu de perspective avec les murs, etc. Bon, bref. Donc là, c'est pas les ouvrages les plus anciens, quoique il y a quelques incunables dans cette salle. Mais bon, ça vous donne une idée. Donc, c'est quand même une collection qui est très importante avec quand même un certain nombre d'ouvrages. Et donc, ce qui est très intéressant dans cette collection, c'est qu'on trouve, par rapport aux autres bibliothèques de France, une collection très importante de manuscrits et d'incunables qui proviennent de la même abbaye et qui ont été conservés depuis l'origine dans le même endroit. Donc, même si ça a été transféré à Troyes, donc il n'y a pas que Troyes, je vais vous montrer, bien sûr, il y a Montpellier, mais même si la plupart des manuscrits sont quand même restés ensemble pendant toute cette période, et on a quand même du coup tout un tas de reliures en très bon état. Donc là, alors moi j'ai 70 manuscrits, j'ai un peu honte parce que je devrais savoir. Euh, Alors, ok. Les calculs étaient un peu difficiles parce que certains calculs sont faits avec les incunables, d'autres sans les incunables. Donc même pour 3, j'ai des chiffres un peu variables. Mais bon, grosso modo, en fait, il y a eu un catalogue de rédigé par Jean de Voivre en 1472 pour l'abbé Pierre de Viret, qui recensait en fait tous les manuscrits de l'abbaye dans la bibliothèque de Clairvaux. Et donc, par rapport à donc cette collection était quand même très importante. Là, j'ai un petit peu défini les époques médiévales, parce qu'on parlait de reliures médiévales jusqu'à présent, mais il y en a tellement que je ne pouvais pas m'intéresser à toutes ces reliures médiévales, malheureusement. Donc, ce qui est quand même très important à souligner ici, c'est qu'il y a un très grand nombre de reliures romanes conservées et un très grand nombre de reliures intactes, de reliures médiévales intactes dans la collection. Donc, je vais vous réexpliquer, mais en gros, les manuscrits sont fabriqués sur parchemin. C'est très chouette, on adore les étudier, mais quand on les a dans leur petite maison d'origine, c'est encore mieux. Donc, avec la couvrure, le cuir, la structure d'origine qui les protège à l'époque, qui en général nous donne énormément, tout un tas d'informations sur les modes de lecture, sur les modes d'approvisionnement des matériaux, sur le travail des moines, etc. Donc, moi, ce qui m'intéresse finalement, c'est pas tellement le texte, même si bien sûr c'est important, mais c'est vraiment l'objet intact qui n'a pas été altéré au fur et à mesure des siècles. Donc, la collection de Clairvaux, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même une très grosse partie de manuscrits, une très grande partie des manuscrits qui est encore conservée à Troyes et à Montpellier. Donc, ça fait 2 lieux d'analyse. Enfin, c'est quand même assez pratique de ne pas avoir faire le tour du monde pour les observer. Donc, bien sûr, tout est parti de Montpellier, ce qui est quand même, pour moi, c'était vraiment intéressant d'étudier les 72 manuscrits de Montpellier pour voir ce qu'on avait. Donc, c'est l'étude que Anne-Sophie vous a montrée, pour en fait me rendre compte qu'il y avait vraiment de la matière et ensuite aller à Troyes et m'attaquer vraiment aux gros morceaux. Ensuite, il y a effectivement d'autres manuscrits, comme l'a montré Anne-Sophie tout à l'heure, ailleurs dans le monde. Donc, moi, j'ai juste mis ailleurs dans le monde sur mon tableau parce qu'en fait, il y a très peu de reliures qui ont survécu. Donc, grâce au catalogue en ligne, on arrive à voir avant de se déplacer pour rien. Donc, je suis quand même allée à Prague. J'ai fait plusieurs visites dans d'autres collections, mais pas forcément pour voir les manuscrits de Clairvaux, mais plutôt pour voir d'autres manuscrits. Voilà, je vous en parlerai peut-être si j'ai le temps. Parce que je ne sais pas si on vous a dit, mais on est là pendant à peu près une semaine. Je ne vais pas m'arrêter de parler. Ouais, non. J'ai 120 slides. Ouais, OK. Voilà. Donc voilà, donc c'est pour vous montrer qu'en fait cette collection, c'est en fait le plus grand fonds de reliures romanes en Occident. Les reliures romanes, c'est des reliures à peu près 11-14e siècle. Le fonds principal à Montpellier, c'est 12-13e siècle. C'est quand même très chouette. C'est quand même vraiment la collection la plus complète qu'on ait qui est survécue. Et il y a 60%, d'après moi, des manuscrits qui auraient été fabriqués à Clairvaux. Donc, ça permet d'avoir une idée quand même très fiable de la production des reliures en France à l'époque, parce qu'on va avoir des manuscrits qui ont été fabriqués sur place, un grand nombre de manuscrits qui ont été fabriqués sur place. C'est quand même très rare. Au mieux, parfois, j'en trouve 12, quoi. Enfin, voilà. Nous, on en a quand même 150 à Troyes et 18 à Montpellier de la même époque. Donc, c'est quand même énorme. Alors ça, je ne l'ai pas dit, mais on a quand même un autre catalogue qui date du XIIe siècle, qui nous donne un petit peu une idée du nombre de manuscrits à la bibliothèque de Clairvaux au XIIe siècle, qui en recense à peu près 350. Voilà. Donc,
Et pour l'époque, c'est une très grande bibliothèque. Donc, il nous en reste quand même 168 sur 350. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est incroyable. Voilà, donc ça valait vraiment le coup de s'y intéresser. Il y a très peu d'études sur les manuscrits, enfin sur les reliures en particulier, pardon, sur les reliures et sur la structure et les matériaux des reliures. Il y en a quelques-unes qui datent des années 50. Il y a eu quelques petites choses qui ont été faites, mais des études globales, il n'y en a pas eu beaucoup. Donc c'est à la fois très difficile, du coup, de s'y atteler et en même temps, ça serait vraiment dommage de ne pas se lancer sur cette collection. Donc voilà. Donc là, mon but ultime, là, c'est de parler de 3 choses. Mais je pense que le numéro 3, ça dépendra un petit peu de si vous avez faim ou pas. Je vais faire 1 et 2, et 3, ce sera bonus si je vois que... Voilà. On verra, on verra. Vous me direz. Je pourrais vous le faire très vite si vous voulez. En sachant que donc, 1 et 2, c'est vraiment sur les manuscrits de Clairvaux, et 3, je m'éloigne un peu. Voilà. Ouais. Donc on verra. J'ai décidé ça. Donc, je vais déjà vous parler de la codicologie et de la biocodicologie. Donc, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux reliures en général, aux reliures des manuscrits? C'est parce qu'elles vont nous permettre de répondre à un certain nombre de questions qui ne sont pas juste de regarder l'objet lui-même, mais ça va nous donner tout un tas d'informations sur la production, comme je vous l'ai dit, des reliures à l'époque, médiévale en particulier. Et donc, moi, les questions que je me posais par rapport aux reliures de Clairvaux, et en particulier les reliures romanes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, on parle de reliures romanes, attention, c'est un terme qu'on emploie qui n'est pas tout à fait adapté, je pense, en termes de période. C'est vraiment parce qu'il y a des décors qui ressemblent, qui sont empruntés à l'art roman. Mais en fait, il s'agit d'une structure. Donc, on va avoir des reliures romanes jusqu'au XIVe siècle. Voilà, donc c'est un petit peu décalé. Mais je vais parler des reliures romanes parce que c'est le terme, c'est leur nom. Et donc, ces reliures romanes, principalement au XIIe siècle, je voulais savoir si elles étaient représentatives de la production française ou si elles constituaient une pratique qui était typiquement cistercienne ou si elles répondaient à une signature artisanale locale, typiquement Clairvaux. Donc voilà, l'idée, c'est de regarder les objets pour quand même en tirer des conclusions sur les relations entre les abbayes, sur les pratiques en France et en particulier les artisans, puisqu'on n'a aucun texte qui nous parle, ou très peu en tout cas. C'est pas vrai, aucun, c'est pas tout à fait vrai, mais il y a très peu d'informations écrites sur la vie des artisans et des laïcs à cette époque. Donc regarder leur production matérielle, ça nous donne beaucoup d'informations sur le passé. Ça nous donne quand même beaucoup d'informations intéressantes. Voilà, donc c'est ça que je voulais faire. Et puis ensuite, je voulais aussi savoir si Clairvaux reflétait sa richesse intellectuelle et financière dans l'excellence des procédés de fabrication de ses livres manuscrits. Vous allez voir qu'ils sont quand même produits de manière assez exemplaire. Et puis si on trouvait dans cette production matérielle le témoignage d'échanges culturels et commerciaux au sein desquels l'abbaye en fait se situait à l'époque, ou bien si l'abbaye vivait complètement en autarcie, en gros, et vivait de ses propres productions. Voilà. Donc, c'est ces grandes questions qu'on se pose. Bien entendu, c'est comme toute science, on ne peut pas juste poser une question, regarder et répondre à la question. Il faut poser d'autres questions pour pouvoir répondre à ces grandes questions. C'est pareil, je ne sais pas s'il y a des biologistes dans la salle, mais c'est la même chose. Quand on a une grande question, on ne peut pas juste y répondre comme ça. Il faut trouver des petites questions auxquelles on va pouvoir répondre. Donc, ce que je me suis dit, c'est ce que je vais faire, c'est que je vais regarder toutes les reliures et je vais essayer de voir si j'arrive à trouver des trains. Des trains de reliure, alors, c'est pas tout à fait juste pour le Moyen-Âge, le mot train, mais bon. C'est des campagnes de reliures, des reliures qui sont faites au même moment par les mêmes personnes, les mêmes artisans. Donc, j'étais persuadée que j'allais en trouver et que j'allais pouvoir les placer de manière chronologique. Et ça aussi, ça allait me donner tout un tas d'informations sur la fabrication des reliures. Donc, je pensais vraiment aider les paléographes à dater les manuscrits grâce à l'observation des reliures, puisque j'allais bien entendu pouvoir les classer par ordre chronologique de fabrication. Comme toute bonne thèse, ça n'a pas marché. Et donc, pour pouvoir répondre à ces questions, il a fallu mettre en place des méthodes qui me permettent de trouver des informations sans passer par le texte. De toute façon, le texte ne donne pas ces réponses. Mais comment on fait quand on ne peut pas chercher l'information dans le texte? Eh bien, on pratique la codicologie. La codicologie, alors dans le sens, moi je l'entends, c'est
vraiment l'étude de la reliure, de la structure en 3 dimensions, c'est-à-dire regarder les structures et les matériaux. Un peu comme si on étudiait la fabrication des voitures de 1960. Vous regardez vraiment la mécanique, les matériaux, la façon dont ils sont euh, fabriqués, assemblés, exactement. Voilà. Et donc, ça paraît simple parce qu'on se dit un livre, c'est un livre. Pas du tout, pas du tout. Les matériaux sont bien sûr en fonction de ce qui est disponible, mais pas seulement, c'est quand même un choix des artisans, un choix des scribes. Et puis, la structure va être vraiment adaptée aux matériaux qu'on a à disposition, mais également au mode de lecture. Donc, il y a des milliers d'options pour la structure d'un livre. Il y a tout un tas de structures qu'on va pouvoir trouver. Donc, c'est ça qui est vraiment très intéressant. Alors, petit rappel pour ceux qui ne le savent pas, le livre au Moyen-Âge, en tout cas sur la période qui m'intéresse, et en Occident, est rédigé sur parchemin. Le parchemin, c'est une peau animale qui est préparée sans tannage, sous tension, pour être et travailler à la surface pour pouvoir recevoir l'écriture. Et donc, on va, en fait, là, je vous ai mis des petits schémas, mais en gros, on prépare le parchemin, ensuite on découpe une grande feuille, ensuite on plie. Alors ça, c'est à discuter, mais enfin, on crée des bifeuillets et ensuite on forme des cahiers. Et donc, pour les plus grands manuscrits de Clairvaux, un bifeuillet égale un animal, parce qu'ils sont vraiment de très grands formats. Donc, on a des formages entre 50 fois 35 cm à peu près, et à peu près 200, j'ai fait une moyenne un peu à la louche, juste pour vous donner une idée, mais on va avoir à peu près 200 bifeuillets, donc 100 animaux. Donc, un bifolio, voilà. Malheureusement, j'en sais rien, mais pour pouvoir faire du coup un manuscrit, il va vous falloir 100 veaux. Donc là, c'est des veaux en particulier sur cette époque, sur les premiers manuscrits de Clairvaux. Et au Moyen-Âge, au second Moyen-Âge en tout cas, en France et au Royaume-Uni, on a à peu près entre 40 et 50 bêtes par troupeau. Et on ne va pas pouvoir tous les tuer, à moins d'être... voilà. Donc, vous avez à peu près 35 vaches, 4 taureaux et 11 bœufs. 70% des vaches adultes vont donner naissance à un veau. Vous n'avez pas besoin de tout noter, hein, c'est juste pour vous donner une idée, mais au maximum, donc on a à peu près 2 à 3 têtes par troupeau, par décès naturel par an, parce que, donc, je ne vous l'ai pas dit, on ne peut pas faire du parchemin à partir de vaches. C'est des veaux de moins de 8 semaines. On dit 6 semaines maintenant, mais à l'époque, apparemment, 8 semaines, ça va. C'était plus petit. Voilà. Donc, il faut quand même, ça limite un petit peu la disponibilité. Ensuite, en général, on ne va pas forcément abattre tous les animaux si on veut en abattre en plus. 30% du total des nouveau-nés sont masculins et on va seulement abattre des mâles. Donc, à peu près 6 à 7 têtes par an. Mais, pardon, on va seulement abattre 80% de ces 6 à 7 têtes par an. Ce qui vous fait à peu près 5 animaux disponibles par an pour faire un manuscrit, par troupeau. Mais il vous en faut 100. Donc, il va vous falloir, excusez-moi, j'arrête pas, je me mélange. Pourtant, là pour un peu, j'ai des notes, excusez-moi. Vous avez 8 veaux disponibles par troupeau. Donc, il va vous falloir 13 troupeaux pour fabriquer un manuscrit. À Clairvaux, apparemment, c'est à peu près 5 manuscrits par an. Donc, il va quand même vous falloir 65 troupeaux. Ça fait beaucoup. On n'en a pas, à Clairvaux, il n'y a pas assez de granges, on appelle ça des granges, je ne sais pas si certains sont archéologues ici. Il n'y a pas assez de granges, il n'y a pas assez de troupeaux pour fabriquer tous ces manuscrits. Donc forcément, il se passe quelque chose. Il y a forcément du commerce, etc. Donc ça, c'est juste pour vous dire qu'en regardant juste la matérialité du manuscrit, on a quand même un certain nombre d'informations sur les échanges qui peuvent éventuellement se faire. Là, ça nous indique clairement que non, Clairvaux ne peut pas juste se fournir en parchemin. Alors, j'ai pas la réponse, je sais pas comment ils s'en servent. Je vais bientôt le savoir, j'en suis sûre. Mais voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est un des éléments intéressants qui m'intéresse. Donc moi, ça charge pas. Ah, ok. Donc ça, moi, ça m'intéresse, mais les zooarchéologues, ça les intéresse aussi parce que du coup, ils ont 200 veaux à étudier dans le même manuscrit et on va pouvoir regarder tout un tas de choses. Voilà. L'autre aspect intéressant de l'archéologie du livre,
c'est de regarder justement sa structure. Pardon. Ah, je vois pas à l'écran. Donc, vous allez regarder en fait tous ces petits éléments. Là, ça, c'est une maquette que j'ai faite d'un manuscrit d'une reliure romane, mais qui n'est pas de Clairvaux, justement. Et vous voyez, il y a une chemise, on voit la couture en dessous, les tranches-fils, bon, peu importe, je n'ai pas besoin de vous donner tous ces mots, mais vous voyez bien sur l'image qui se trouve à droite, ça, c'est sous la couvrure. En fait, il y a tout un tas de choses à regarder. Voilà. Donc bon, là c'est juste pour vous dire, c'est pas si simple que ça. Donc du coup, il faut enregistrer toutes ces informations qui sont pas des informations écrites. Donc il faut créer une base de données, définir une terminologie. Donc déjà tout ça, c'était quelque chose. Et à partir de ça, essayer de classer un petit peu les reliures. Et pas de chance, enfin j'en sais rien. Les reliures de Clairvaux ne sont pas fabriquées par un seul atelier. Donc impossible de les classer par ordre chronologique. Enfin, en tout cas, pas avec mes moyens. Peut-être qu'avec l'intelligence artificielle, un certain nombre de bases de données, etc., peut-être que j'arriverai à avoir des informations à ce sujet. Mais pour l'instant, il y a plusieurs artisans qui travaillent en simultané sur une période de 100 ans. Alors, bien sûr, à la fin, on retrouve quand même quelques groupes. Au début, on n'a aucun groupe. Vers la fin, on commence à avoir quelques groupes quand même, quelques habitudes, peut-être des protocoles de fabrication et tout. Mais on va se retrouver avec des artisans qui ne sont pas spécialisés en reliure. Une personne qui travaille peut-être plutôt le cuir, je pensais peut-être le sellier, parce qu'il y a des coutures qui sont quand même assez proches du travail de la sellerie. Alors pour le bois, je pense tonnelier, très, très probablement, parce que le travail du bois est vraiment... bon là, c'est pas le propos, donc je vais pas m'étaler, j'ai pas mal je peux vous le prouver, mais il y a vraiment la découpe du bois qui nous donne aussi pas mal d'informations sur la façon dont les forêts sont gérées par les cisterciens. Là, pour un peu, on a l'impression c'est quand même un bois local. Et puis l'artisan textile aussi qui va travailler toutes les tranches fils, etc. Bon, là, c'est pas le propos. Et en revanche, on voit qu'à Paris, on a vraiment un métier de relieur qui se développe au XIIe siècle, alors qu'on pensait que c'était plus tard. On pensait que c'était vraiment dans les abbayes. Là, ça me prouve que non. Dans l'abbaye, il n'y a pas d'atelier de relieur. Par contre, à Paris, il y a des ateliers, entre guillemets, laïques. Je ne sais pas si ce sont des laïcs qui travaillent, mais enfin qui sont hors abbaye. Qui ont là pour un peu des pratiques d'atelier. On va retrouver des reliures qui sont fabriquées par la même personne de A à Z. Voilà. Donc ça, c'est le genre de conclusion que j'ai pu avoir. Et puis, il y a d'autres reliures qui sont fabriquées. Alors là, j'avais mis reliures non spécialisées. Je ne sais pas trop. C'est surtout des reliures de l'Est de la France, Allemagne, voilà, donc qui sont assez typiques, qui sont des reliures souples, qui sont vraiment très rares. Et là, il y en a quand même un bon paquet dans les collections de Clairvaux, donc c'est vraiment très chouette. Voilà. Ça c'est pour vous donner un petit peu une idée de ce qu'on trouve. Et ensuite, on peut aller plus loin et vraiment regarder les matériaux. Donc, ce que nous, on appelle la biocodicologie, avec donc le projet Beast2Craft, c'est un projet financé par l'Europe, qui réunit en fait des biologistes, des restaurateurs, historiens et informaticiens. Donc la biocodicologie, en fait, c'est vraiment l'étude de l'information biomoléculaire qui est issue de l'histoire biologique du manuscrit. Donc, c'est de regarder les matériaux, de les étudier biologiquement pour obtenir un certain nombre d'informations. Donc, on peut regarder, nous, on n'a pas regardé les pigments, c'est pas trop notre affaire, mais ADN, protéines et le microbiome à la surface du parchemin. Alors, enfin, on en parle, on vient au vif du sujet. Donc, les reliures de Clairvaux. Donc, les premières reliures de Clairvaux, les reliures romanes de Clairvaux qui intègrent l'abbaye à sa création, ressemblent à ça. Des reliures avec des poils à la surface. Donc, bien sûr, elles sont altérées, donc il y a moins de poils qu'à l'origine. Et ces reliures sont couvertes, en fait, il y a donc un cuir de mouton qui recouvre les ailes, c'est les plats en bois qui protègent le parchemin. Et par-dessus, une chemise avec des poils, donc c'est les fameux libri pilosis qui protègent cette reliure et qui sont quand même assez caractéristiques de la collection de Clairvaux. Et voilà. Et donc, la grande question, c'était de savoir, moi, ce que je voulais faire dans mon étude descriptive des manuscrits, c'était d'identifier l'espèce animale de ces peaux. Parce que elles sont décrites dans les catalogues anciens, au XVIIIe comme du sanglier ou comme du loup.
Et au XXe siècle, on parle de cerf ou de chevreuil. Et donc, dans les précurseurs de la codicologie, on a une chercheure, Berthe Van Regemorter, qui a travaillé sur les reliures de Clermarais, qui ressemblent beaucoup à ces reliures de Clairvaux, et qui nous dit que ces cuirs étaient, d'après elle, non pas du sanglier, mais du cerf ou du chevreuil. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut dire, et surtout alors, à l'époque, dans les années 50, on n'avait pas des moyens incroyables pour identifier les peaux animales sur les manuscrits. Mais comment est-ce qu'on fait quand on ne peut pas amener le manuscrit voilà. Comment est-ce qu'on identifie une peau dans une salle de lecture? Eh ben, on va regarder la surface de la peau, du cuir. On va regarder les follicules pileux. On va regarder s'il y a une organisation folliculaire à la surface du cuir. Et on va pouvoir identifier s'il s'agit de veau, de mouton, de chèvre, de porc. Donc là, je vous ai mis par exemple la chèvre. On voit une organisation folliculaire. Bon, je ne vais pas vous détailler parce que je pense que si vous avez besoin d'en faire dans le futur, n'hésitez pas, je vous expliquerai. Et donc, on regarde sous microscope. Moi, je regarde sous petite dinolite. Ça se branche sur l'ordinateur. Ça n'abîme pas les ouvrages. Et on peut grossir à peu près entre 30 et 250. Et on a en général une bonne identification dans la plupart des cas. Or, à Clairvaux, dans la plupart des cas, on se retrouve avec, parce que je vous ai montré, du veau, de la chèvre ou du mouton. Et là, je m'attendais peut-être à du sanglier, donc j'avais ramené quelques échantillons. Et à du cerf, j'avais ramené quelques échantillons pour identifier la peau. Et c'était ni l'un ni l'autre, enfin, c'était rien de tout ça. Voilà. Donc là, je vous montre une photo sous microscope. Donc là, j'ai trouvé une reliure en peau de chevreuil à la Folger. Qui a été faite par un artiste contemporain. Et c'est vrai que ça ressemble beaucoup visuellement. Ça pourrait tout à fait nous faire penser à ça. Et ça ne m'étonne pas donc qu'à l'époque, on ait pensé à du cerf ou du chevreuil. Mais quand vous regardez le poil sous microscope, le poil de chevreuil par rapport aux chemises de Clairvaux, on voit que c'est exactement la même échelle. On voit que c'est pas du tout la même chose. Un poil beaucoup plus large pour la peau de chevreuil, avec des petites écailles que vous n'avez pas sur les manuscrits de Clairvaux. Et là, bon, je ne vais pas vous faire un cours complet, mais enfin, c'est aussi un poil plat, avec des poils secondaires qui sortent de la même sortie folliculaire. Je ne sais pas, j'ai jamais trouvé en français comment ça s'appelait. Là, vous voyez, les petits poils sortent à côté. Là, ils sortent du même trou. Voilà. Bon, pour vous donner une idée, donc c'était clairement pas ça. Il y a eu une analyse de fait en 2014 par le Muséum national d'histoire naturelle à Paris, mais donc pas sur les manuscrits de Clairvaux, sur les manuscrits de Clermarais, mais ils se ressemblent quand même beaucoup, donc ça me permettait quand même d'avoir une idée. Et ils ont prélevé en fait le poil. Ils ont envoyé des échantillons de poils au labo, ce qui complique un petit peu la tâche parce que ça fait qu'on ne peut plus, surtout qu'ils sont très altérés. Il y a plein d'éléments qu'on ne peut pas regarder. On ne peut pas regarder la taille, la longueur du poil, on ne peut pas regarder si on mesure son épaisseur, on ne sait pas si c'est un poil primaire ou secondaire, un poil de duvet, un poil de bourre, enfin, on ne peut pas savoir. Donc, forcément, l'examen visuel qui a été fait sur ces fragments de poils a donné un résultat un peu étrange de veau ou cheval. Alors, moi, veau, j'étais sûre que non. Cheval, pourquoi pas? Je n'avais pas d'échantillon sous la main pour comparer et je ne savais pas. En tout cas, pas de cerf et de sanglier. Et il recommandait à l'époque de faire une analyse ADN. Mais l'analyse ADN, ça coûtait très cher à cette époque-là. C'est vraiment très rapidement de moins en moins cher. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, très bien, moi j'ai mes copains qui font ça. Hop, je vais pas prélever le poil par contre, parce que le poil dans l'ADN, l'ADN dans le poil, c'est pas possible à moins d'avoir le bulbe. Donc, j'ai décidé de prélever quelques manuscrits. Donc là, j'ai pris des manuscrits qui se trouvent à Troyes et des manuscrits qui sont à Saint-Omer pour comparer les deux. Donc, Clermarais et Clairvaux. Donc, ceux qui avaient été analysés juste avec des échantillons et les autres pour lesquels on n'avait aucune information. Et j'ai décidé de les envoyer d'abord en protéomique. Donc, il y a deux techniques qui sont pour lesquelles qui étaient disponibles à ce moment-là. C'était donc l'analyse de protéines qui était menée par ma collègue Sarah Fiedemans, qui permettent d'identifier les espèces en particulier. Elle est aussi capable de donner un petit peu une idée sur la qualité de production, sur les traitements de surface. Enfin, il y a plein de choses qu'elle peut faire. C'est assez bon marché en termes de temps et d'argent. Donc, c'est quand même la première étape plutôt que de passer par l'ADN pour avoir l'espèce animale. Avec l'ADN, alors l'ADN ancien, vous pouvez aussi avoir l'identification de l'espèce.
Mais si c'est que ça qu'on veut, il n'y a aucun intérêt à passer par là parce que ça coûte quand même encore cher, beaucoup moins qu'avant, mais c'est quand même encore très cher. On peut avoir le sexe de l'animal, donc ça c'est très rigolo pour avoir des informations sur les élevages, sur le choix de l'abattage, etc. Et puis on peut avoir dans certains cas aussi la race. Donc ça aussi c'est très intéressant parce que ça permet d'avoir une notion un petit peu géographique, surtout au Moyen-Âge, de la provenance du parchemin ou du cuir. Voilà. Et ça, par contre, c'est encore très cher. Alors, beaucoup moins qu'avant. Par rapport à 2014, beaucoup, beaucoup moins. Mais je ne sais plus, je crois qu'on est encore à 2000 parce qu'on a une nouvelle machine là, à Copenhague qui permet quand même de baisser énormément les coûts. 2000 euros, je crois, pour le séquençage. Et par contre, il y a tout le travail. Je l'ai fait une fois pour m'amuser. Et en une semaine, j'ai fait 10 échantillons. C'était abominable. Enfin, c'est quand même très, très long. Et donc, il faut quelqu'un qui soit disponible. Et ensuite, pour la lecture des résultats, il faut quand même quelqu'un de très spécialiste. Alors que les protéines, ça, moi, enfin, une fois qu'on m'a donné, enfin, je peux pratiquement tout faire toute seule. Bon, faut avoir le labo, mais voilà. Au moins, la lecture des résultats, je peux le faire moi-même. L'ADN, il vous faut quelqu'un quand même de très spécialisé, donc qui fait ça entre deux pour vous faire plaisir, ou alors beaucoup d'argent pour le payer. Voilà. Donc, nous, on avait la personne, c'était déjà pas mal, mais ça coûte encore très cher. Donc, j'ai commencé par l'espèce animale par protéine, puisque c'est ça qui m'intéressait. Donc, ma collègue a développé une technique, en fait, qui permet de ne pas prélever directement sur le manuscrit. Enfin, on prélève, j'appelle ça micro-invasif parce qu'on prélève quand même des petites molécules de collagène à la surface du parchemin. Je ne vous l'ai pas dit pour ceux qui ne le savent pas, mais la peau, que ce soit parchemin, voilà, c'est principalement du collagène. Donc, on vient avec une petite gomme qui est utilisée en fait en conservation-restauration, frotter la surface du parchemin, on récupère les petits résidus de gomme et on va aller les faire digérer par des enzymes pour couper les protéines en peptides. Et c'est ces petits peptides qui vont nous donner en fait une empreinte que j'ai mise là, comme une empreinte digitale en fait. Et chaque animal a une empreinte peptidique différente. Donc, ça nous permet d'avoir alors, je suis désolée, je ne suis pas biologiste, je vous le dis. Hein, je ne sais pas s'il y a des biologistes qui doivent s'arracher les cheveux. Mais en gros, je crois que c'est à peu près clair comme ça. Donc, chaque animal va avoir une empreinte précise. Bien entendu, le collagène est altéré. Donc, parfois, on n'a pas des résultats extrêmement précis. C'est dommage. Mais bon, globalement, ça marche quand même plutôt bien. Surtout avec le parchemin et les cuirs de Clairvaux qui sont tannés à l'huile, en fait. Voilà. Et donc, pardon, je vous ai pas dit, oui, je vous l'ai dit tout à l'heure. En fait, c'est par électrostaticité, donc c'est vraiment des toutes petites particules. Et voilà. Après, il y a d'autres techniques, hein, mais nous, c'est celle-ci qu'on emploie. Voilà. Et on a donc découvert qu'il ne s'agissait pas du tout de chevreuil, voilà, mais de phoque. Et effectivement, une fois que j'ai su que c'était du phoque, j'ai acheté des petits échantillons, me demandez pas comment, que j'ai en toute légalité acheté sur Amazon. Et du coup, je me suis renseignée. Et en fait, il y a vraiment, une fois avec les analyses, alors j'ai encore pas le mot français, hein, forensique, de douane pour, excusez-moi, ça fait pas très pro là. L'analyse des fourrures à la douane. Bon, pas grave, pardon. J'ai le mot en anglais et pas en français. En fait, il y a des techniques d'analyse par rapport aux poils à la surface de la peau qui nous permettent quand même d'analyser les animaux. Et c'est quand même si les protéines, c'est très rapide et pas très cher, ça prend quand même plusieurs semaines. Il faut quand même bref. Donc, c'était quand même plus pratique de pas prélever tous les manuscrits. Et donc, quand je suis revenue à Montpellier, j'ai regardé. Bon, là, je vous ai demandé pour faire un peu d'ADN, mais pour les peptides, en tout cas, après, j'étais capable, avec cette grille d'analyse et d'identification, d'identifier des phoques sur les reliures de Clairvaux grâce à cette grille analytique. Donc, il y a plein de choses. Par contre, là, par exemple, les races, il y a des sous-espèces que je ne pouvais pas identifier parce qu'il manque des poils, le poil est altéré, je n'ai pas la longueur, je n'ai pas le nombre de poils secondaires et parfois, je peux voir quel est le minimum, mais je ne peux pas avoir le maximum parce que je ne sais pas lesquels sont tombés, pas tombés. C'est quand même des peaux qui sont un petit peu altérées. C'est des peaux qui n'étaient pas prévues, bon, vous le verrez tout à l'heure, pour être conservées dans un environnement comme le nôtre. Les poils, les peaux de phoque préparées au Moyen-Âge n'étaient pas faites pour être chez nous. Donc, elles sont quand même, les graisses se sont quand même altérées, les poils se sont altérés, etc. Voilà. Mais vous voyez en fait un poil plat qui ressemble à des tagliatelles. Et puis, voilà, il y a tout un tas de choses qui sont typiques. Voilà. Voilà. Donc, ce que je voulais juste vous dire par contre, c'est que bon, là, j'ai acheté une peau de phoque à Copenhague
Ça, c'est légal, mais elles sont toutes teintées et tannées d'une autre manière. C'est plus du tout la même façon de tanner. Donc, ça ressemblait pas du tout. Mais je m'étais dit, ah, bah, effectivement, la couleur, mais en fait, elles sont toutes teintées. J'ai pas réussi à trouver une peau non teintée. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, l'apparence marron du manuscrit, alors je sais pas si j'ai pas précisé chez les cisterciens, au Moyen-Âge, le marron, le brun, le noir, c'est pas très accepté. Donc, je trouvais ça étonnant. Mais il se trouve qu'en fait, la couleur marron brune qu'on voit actuellement, c'est la couleur de la couche de graisse qui se trouve à la surface de la peau, qui était en fait cachée par les poils, qui ont là cet aspect brun, mais quand vous le regardez sous microscope, c'est pas du tout le cas. Vous le voyez là, hein. Le poil est quand même assez. Alors, c'est pas blanc, mais le blanc au Moyen-Âge, c'est pas tout à fait la même chose qu'aujourd'hui. C'est quand même une couleur plutôt beige. C'est quand même plutôt clair. Mais bon, leurs vêtements n'étaient pas non plus blancs, hein. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que j'étais un petit peu étonnée de ça et qu'en fait, en me procurant une peau légalement sur Amazon, qui a été produite de la même façon, en fait, la couleur du poil, voilà, c'était ça. Donc, les manuscrits que l'on voit, Clairvaux, Clairmarais de l'époque, c'était plutôt une couleur très claire comme celle-ci. Donc, les manuscrits, en fait, avaient cette apparence dans la bibliothèque. Et alors, ce qui est assez surprenant, c'est qu'on a l'impression qu'il y en a que quelques-uns. Là, j'ai pas prélevé sur tous les manuscrits parce que ça prend quand même du temps. Mais en les analysant, en fait, les peaux de phoque ont des petites taches foncées qui en fait étaient découpées. Donc, on voit des coutures dans la peau qui se voyaient plus, je pense, à l'époque grâce aux poils. Et il y avait en fait un patchwork de peau qui nous permettait d'avoir une peau sans zone foncée, en fait. Voilà. Et donc ça, c'est bien parce que ça me permet de retrouver sur les manuscrits qui n'ont plus leur chemise, lesquels étaient recouverts de peau de phoque et lesquels étaient recouverts d'autre chose. Alors, c'est peut-être que je me trompe, mais je pense, après analyse et après avoir retrouvé des petits fragments de peau avec des poils coincés sous les fermoirs, qui avaient quand même sur 105 manuscrits, il y a 18 chemises en place et il y en a 87 qui ont disparu et il y en a quand même au moins 55 pour lesquelles je suis quasiment certaine que c'était des reliures recouvertes de de peau de phoque en poil. Donc c'est quand même une grosse proportion, c'est plus de 50% de la collection. Et pour d'autres, il y avait bien des chemises, mais je peux pas prouver quel animal recouvrait. Voilà, donc je peux pas. Voilà. Et il y en a 5 pour lesquels je suis certaine que c'était pas des peaux de phoque, mais c'est des reliures qui ont été souvent modifiées un petit peu plus tard. Donc il y a du cheval, par exemple, du veau, enfin voilà. Et il n'y a pas de poils dessus. Et donc en regardant donc puisque j'ai fait toute l'Europe hein, pour aller voir les manuscrits. Du coup, je me suis dit, est-ce que les manuscrits cisterciens sont tous recouverts de peau de phoque? Et la réponse est presque oui, dans la filiation Clairvaux. Donc, on en retrouve dans les manuscrits de Vauclair. Cîteaux, je vous l'ai mis juste pour... mais Cîteaux, non, pas Cîteaux. Cîteaux, c'est pas l'affiliation Clairvaux. C'était juste que je suis quand même allée voir pour voir à quel moment ça commençait. Donc, Cîteaux, non. Clairvaux, Vauclair, Cambron, Saint-Amand, Clairmarais. Alors, Saint-Amand, c'est compliqué parce que c'est pas l'affiliation Clairvaux. C'est une reliure qui a été réemployée et bon, voilà, j'ai pas la preuve. J'en ai vu à Cambron, l'abbaye des Dunes, la cathédrale de Lincoln. Je ne sais pas non plus d'où viennent ces manuscrits, mais en les ayant observés, il semblerait que ce soit des manuscrits cisterciens également. Biland, Rivaux, Fontaine, voilà. Mais dans aucune abbaye, on a autant de manuscrits au même endroit. Donc j'ai une reliure par-ci, par-là. Par contre, dans les pays latins, j'en ai pas trouvé. Et dans les pays scandinaves, il n'y a plus les reliures. Voilà. Et alors, je me suis dit, mais est-ce qu'ils savaient qu'ils utilisaient des poils de phoque, des peaux de phoque? Je pense pas. Il n'y a pas de mot français pour le phoque, ni en français, ni en belge à cette époque, enfin en flamand. Il y en a en anglais, par contre, il y a un mot. Il y a vraiment un mot qui existe pour désigner le phoque. Et c'est comme ça qu'ils le représentaient. Donc, à mon avis, soit c'est une grosse arnaque. On leur vendait, parce que c'était la mode quand même des fourrures blanches à l'époque, c'était quand même assez... voilà, c'était très recherché. Alors là, c'est pas une fourrure très fine, je vous l'accorde, c'est un peu rêche. J'aurais dû vous en amener un petit bout. Ah, mais je suis désolée. J'ai pas pensé. J'aurais dû vous en amener un petit bout.
C'est joli, mais c'est pas très doux. Donc, c'est vrai que ça peut pas servir à grand chose d'autre que fabriquer des kayaks, des imperméables, des chaussures, des skis. C'est pratique pour monter. Et en fonction de l'espèce, donc ça, je vais vous l'expliquer après. Finalement, je parle pendant 1 heure, faut que je me dépêche. Ouais. Euh, En fonction de l'espèce aussi, il y en a qui sont vraiment trop rêches. On peut pas vraiment faire grand-chose. Très épaisses, des peaux très épaisses. Voilà. Donc voilà. Bon, là, ça reste un grand point d'interrogation, mais d'après moi, ils savaient pas ce qu'ils utilisaient. Ils savaient ce que c'était, par contre, dans les pays anglo-saxons. Donc, je me suis dit, ben, ça vient d'où? Parce que, d'après mes amis archéologues, il n'y a pas de phoques en France, même sur les côtes normandes, à cette époque. Il n'y en a pas dans les restes archéologiques. Il n'y en a pas. Il y en a en Méditerranée, mais ils sont bruns. Et là, dans les zones sur lesquelles on les retrouve, il n'y en a pas, sauf en Angleterre. Enfin voilà, mais sur le reste, il n'y en a pas. Donc, d'où viennent ces phoques? Comment arrivent-ils chez nous? On ne les voit pas dans les registres de la Ligue hanséatique. Ils ne sont pas mentionnés. Alors pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas de mots? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils ne savent pas les nommer, peut-être qu'ils ne savent pas ce que sont ces peaux. Par contre, il y a une mention. J'ai pas noté dans mes notes, donc j'ai un petit doute sur au XIIIe siècle. Oh, attendez, je vous le dirai plus tard. Donc, je me suis dit, allez, on va faire un peu d'ADN, ça vaut quand même le coup. Donc, pareil, même j'ai utilisé les mêmes échantillons. Voilà, c'est exactement la même chose. Par contre, il en faut un petit peu plus. Il faut remplir la petite petit conteneur là. Hop, et je l'ai envoyé à mon collègue pour ADN. Et là, il a eu des résultats. Donc, il était surpris parce que l'ADN se préserve assez mal dans les cuirs tannés de tannage végétal. Et là, bizarrement, c'était un peu variable. Il y avait des résultats. Voilà, c'est pour vous montrer un petit peu la qualité des échantillons avec, je sais pas, on dit dire couverture en France. Le coverage, c'est vraiment la, la, la quantité de l'ADN qui s'est préservé dans la peau. Donc, on a des quantités variables, mais on en a quand même qui sont de très bonne qualité. Donc, on a réussi à avoir quelques résultats. On a trouvé, par exemple, un phoque du Groenland. Donc ça, je me suis dit, oula, ok. Il y en a, à l'époque, il n'y en a pas ailleurs, hein. Enfin, c'est au Groenland, les phoques du Groenland, d'où leur nom. Euh, et, euh, et des phoques communs, des phoques communs également. C'est principalement ce qu'on a trouvé. Et un phoque barbu. Comment on dit en français? C'est pareil? J'ai un doute. J'aurais dû vérifier avant de venir. Ceux-là, on les voit en protéomique. J'ai pas besoin de faire d'ADN. Ils ont un petit truc différent. Voilà. Et ceux-là, c'est assez rare que j'étais étonnée d'en trouver sur les reliures parce que c'est très rêche. C'est pas très pratique pour la reliure. Et coup de peau, on connaissait quelqu'un qui avait une base de données d'échantillons anciens et modernes de phoques avec des données qui nous ont permis en fait. Alors les espèces domestiquées, c'est compliqué. Je vous en parlerai si j'ai le temps tout à l'heure. Les espèces sauvages, elles n'ont pas trop bougé, on les a pas trop manipulées. Donc les espèces anciennes, bien sûr, il y a des mouvements, il y a des petites différences, mais globalement, on peut quand même les comparer aussi à des espèces modernes en fait. Voilà. Et donc là, on a pu comparer nos échantillons avec les échantillons de mon collègue et on a pu trouver leur origine, même si les phoques, ça se balade pas mal. Donc, on a quand même Islande, Groenland, Écosse, Danemark. Il y en a un qui n'a pas fonctionné. On a juste phoque commun, mais on n'a pas le résultat. Et le premier, on n'a pas du tout de résultat. L'ADN était vraiment trop endommagé. Mais en fait, si vous regardez bien, c'est très intéressant parce que, voilà, en fait, ça suit les échantillons se trouvent sur le passage des Norses, donc les Vikings de l'époque, des Norses. Comment on dit j'ai encore oublié, j'ai appelé ça les Norses. Mince, là aussi, j'aurais dû reviser. Les Norrois. Ah chacun. Alors, ma collègue, elle dit Norrois. Mais ça, elle est danoise, alors je sais pas. Non, Norrois, je suis désolée. Mais c'est des Norvégiens, si vous voulez, mais ils n'étaient pas encore. Voilà. Bon. En gros, c'est des Vikings, mais en fait. Voilà, c'est ça. Et donc, on retrouve ces échantillons, en fait, sur, vraiment sur le passage. Et ils descendaient, en fait, jusqu'aux foires de Champagne.
Donc, pas impossible que ce soit comme ça qu'il se soit procuré. On a aussi une mention, c'est là que je voulais en venir, au XIIIe siècle, à Rome, du pape qui dit, bon, bah, au secours, on a des tonnes de pots de phoque qui ont servi à payer la dîme par donc, ces fameux Norrois qui n'avaient pas d'autre moyen que d'utiliser leur pot de phoque et leur l'ivoire de morse pour payer la dîme. Qu'est-ce qu'on va en faire? Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde l'occurrence des reliures en pot de phoque sur l'époque médiévale, on voit qu'il y a une utilisation vraiment très forte vers 1200 et qu'ensuite, à la fin du XIIe siècle, il y a vraiment un déclin et ensuite ça s'arrête brusquement. Et ça correspond à l'extinction des Norrois au Groenland. Donc, alors voilà, c'est peut-être un hasard, mais en fait, il y a un changement climatique. Leur méthode de chasse n'est plus du tout adaptée par rapport aux Inuits et ils vont plus du tout être capables de survivre et ils vont disparaître. Voilà. Donc, il y a plus de phoques en Europe. J'ai mis une petite photo de la préparation, ça c'est Inuit, des pots de phoque à l'huile, donc d'où la bonne préservation en fait de l'ADN. C'est pas tanné végétalement ni à la lin, c'est vraiment que de l'huile. Voilà. Bon, il est déjà 19h30, je peux continuer ou vous avez tous envie de... Je fais la fin? Mais je vous ferai pas la troisième partie. Donc là, les dernières recherches qui sont en cours encore, c'est d'essayer de répondre aux plus grands rêves des paléographes. À votre avis, c'est quoi? C'est de connaître la provenance et l'origine des manuscrits. C'est une grande question. Donc je me suis dit, bon, bah, puisqu'on a un bon ADN, est-ce qu'on peut pas essayer de trouver l'origine des manuscrits? Alors, on ne peut pas juste envoyer notre échantillon et demander à notre collègue spécialiste de l'ADN ancien, est-ce que tu peux me dire si oui ou non ça provient, ou d'où ça vient, c'est encore mieux ça. Euh, c'est pas possible. Donc, il va falloir mettre en place une stratégie de prélèvement. Donc, je vous l'ai déjà dit, à trois, alors, trois c'est pratique parce qu'il y a quand même plus de manuscrits, mais j'en ai demandé il y en a quelques-uns de Clairvaux de Montpellier qui sont partis dans la. Mais à Clairvaux, on a des manuscrits qui sont d'origine, alors j'ai mis trois, je rappelle, de claravalienne, et qui ont été conservés à la bibliothèque. Il y en a d'autres qui sont d'origine claravalienne, mais qui ont été conservés plutôt ici, enfin, par la suite. Il y a eu une rupture. Et il y en a d'autres qui ont été fabriqués à Paris, puis conservés à Clairvaux. Enfin bref, il y a tout un tas d'options. Donc, ça, en fait, en mettant en place une stratégie de prélèvement, il y avait moyen, en fait, peut-être de comparer l'ADN du parchemin pour essayer de voir si on avait des clusters ou voilà, essayer de voir si on arrivait à comparer même parfois à des os. Alors, à Clairvaux, il n'y a plus d'ossements. Il n'y a pas d'ossements d'animaux, malheureusement, donc je ne peux pas comparer. Sinon, on aurait bien aimé faire ça, mais ce n'est pas possible. Voilà. Donc, voilà, l'idée, finalement, pour moi, c'était de voir s'il y avait une production externe du parchemin et un commerce plutôt qu'une production interne, puisque je vous ai montré tout à l'heure que ce n'était pas possible qu'ils viennent tous sur place. Voilà, donc pour répondre en fait à la question des origines, c'est est-ce que les bifolios en parchemin sont de la même origine, oui ou non? Et je me suis demandé aussi pour les cuirs, s'ils venaient aussi, toutes les peaux de mouton étaient de la même origine, puisque à Clairvaux, dans les cisterciens, ils sont réputés pour leur laine et pour leurs moutons. Et là, pour un peu, il y a assez de moutons pour produire les cuirs de moutons qui se trouvent sous les chemises en peau de phoque. Et j'avais l'impression, donc je ne vais pas m'étaler, que là, pour un peu, il s'agissait vraiment d'un travail commun pour toutes les reliures. Voilà. Et donc, pour pouvoir répondre à ça, je voulais voir si j'arrivais à différencier des groupes de manuscrits d'origine claravalienne et d'autres parisiens, par exemple. Voilà. Alors, pour certaines espèces, il y a eu des études qui nous permettent de différencier quand même les origines des races animales. Mais là, comme vous voyez sur le plan, ça a pas trop enfin, ça me fait une belle jambe, quoi, de savoir que ça vient de France ou enfin, à moins qu'ils viennent tous d'Angleterre. Et là, je me dirais, waouh, c'est super intéressant. Je peux pas voir si ça vient de Clairvaux ou de Paris. Enfin, c'est un peu limite. C'est quand même pas assez précis pour avoir une origine exacte.
Donc, comment est-ce qu'on peut faire? Alors, l'analyse ADN, en fait, on peut faire plein de choses avec. Je vous l'ai dit, on peut regarder l'usage, le sexe, les espèces, super. Mais aussi, on peut aussi regarder l'environnement, c'est-à-dire le métagénome à la surface de la peau, les microbes et les bactéries. Et là, il y a de l'espoir. On peut effectivement avoir un certain nombre d'informations. Donc, on voit qu'il y a des clusters. Du coup, on s'est dit, super, on va continuer. Donc ça, je vous ai expliqué tout à l'heure, avec une bonne stratégie de prélèvement. Et on s'est dit, on va faire la même chose avec les protéines, même chose avec l'ADN. On prend les mêmes échantillons et on compare pour voir si on arrive à faire des clusters. Donc, pour les protéines, j'ai réussi à terminer parce que c'est moi qui ai pu le faire et que c'est quand même plus simple. Et donc ça, c'est les cuirs. On a bien 2 clusters. Production Paris, production Clairvaux. Donc, c'est super. Enfin, je suis hyper contente de ça. Donc, ça, c'est vraiment basé sur les protéines, juste les protéines. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Ça nous donne plus des informations, on pense, sur le mode de production. Là, on n'a pas du tout le métagénome, les bactéries, rien. C'est vraiment la protéine de l'animal. Donc, ça, c'est que pour les cuirs. Donc, en différentes façons, je vais passer de regarder. Donc, on voit vraiment des petits groupes. Clairvaux, Paris, c'est plus compliqué. En revanche, pour le parchemin, c'est tout mélangé. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore de réponse. Paris, Clairvaux, Paris, Clairvaux, je ne sais pas. Il y a quand même quelques groupes qui sont les mêmes manuscrits. Donc quand j'ai pris des échantillons des protéines sur les mêmes manuscrits, j'ai quand même des groupes. Ils sont au même endroit, donc c'est que ça marche. Mais voilà, ils ne se ressemblent pas. Donc moi, je soupçonne du coup un approvisionnement pas du tout local, avec un marché très compliqué je pense, de pots qui sont triés avant d'être vendus et qui ne sont pas vendus directement par les parcheminiers. Mais ça, c'est en cours. Donc là, vous voyez, c'est un mélange pas possible. On voit quand même un petit groupement. Et pour Paris, c'est encore pire. C'est encore plus mélangé. Les protéines sont vraiment dans tous les sens. Donc ça, on va voir après ce qu'on peut trouver avec l'ADN. Voilà, j'ai terminé avec mes 2 premières parties. C'est bon, hein, on s'arrête. C'est comme vous voulez, je peux vous le faire en 2 secondes ou je peux m'arrêter. C'était juste au cas où. Tout le monde est d'accord? On fait un vote? Bon. Vous pouvez partir aussi si vous voulez. Super. Je ne serai pas vexée. Non, mais donc là, l'autre question, en fait, avec ma collègue biologiste, c'est en fait, on s'est demandé, OK, c'est pas des peaux de phoque, donc je repars sur mes peaux de phoque, mais il y a bien des peaux de cerf quelque part. Où sont-elles? Il y en a forcément, je veux dire, on croit tous que les manuscrits médiévaux étaient couverts de peaux de cerf, non? Vous n'êtes pas, non? Enfin, ça. Où sont-elles? Et donc, on lui a donné un manuscrit à analyser qui se trouve, c'est une collection privée d'un monsieur très sympa qui est là aux États-Unis, qui nous l'a ramené pour qu'on fasse des petites analyses. Ces peaux étaient justement du chevreuil et du cerf. Donc, elle m'a dit, est-ce que tu en as vu d'autres? Et en fait, ma réponse était non, j'en ai jamais vu des peaux de cerf. J'ai jamais été capable d'identifier des peaux de cerf sous microscope. Mais alors du coup, ma question, vu que celle-ci, quand je la regarde sous microscope, j'arrive pas à l'identifier, est-ce que ça veut dire que toutes les peaux que je ne suis pas capable d'identifier sont des peaux de cervidés? Ah! Donc on retourne dans la bibliothèque et on va commander toutes les reliures qu'on n'a pas réussi à identifier. Voilà. Alors ça, c'est plutôt sur l'époque avant, sur l'époque carolingienne. À l'époque romane, il y en a quelques-unes, donc je les ai prises aussi, mais je m'étais vraiment basée sur l'époque. Alors ça, c'est une reliure romane, justement. Mais les cuirs que j'avais en tête venaient surtout de Valenciennes, de Cambrai et Valenciennes, pardon. Et comme je travaillais sur cette collection, justement, pardon, j'en ai profité pour faire des petits échantillons. Et on sait en fait que Charlemagne, alors ça c'est encore Van Regemorter qui nous dit que divers auteurs nous informent qu'en 774, Charlemagne fait don d'une forêt au diocèse de Saint-Denis pour permettre aux moines de chasser les chevreuils et les cerfs qui leur fournirait les peaux nécessaires pour relier leurs manuscrits. Donc, ils sont quelque part. Je veux dire, c'est pas possible qu'on les identifie pas. Et en 800, il donna le même droit de chasse à l'abbaye de Saint-Bertin. Donc, voilà, ils sont bien quelque part, ces manuscrits. Donc, j'avais quand même espoir. On avait la preuve là sur ce manuscrit de Saint-Augustin. Donc, allons chercher, allons regarder. Alors, il y a donc... Donc, je suis allée regarder toutes les peaux que j'arrivais pas à identifier. Et la raison pour laquelle on ne peut pas les identifier, souvent, c'est parce que soit les follicules sont pas visibles, soit parce que la peau est trop altérée, soit parce que y a le tannage aux lipides qui potentiellement soulève la fleur et du coup, on n'a plus les follicules, on peut plus regarder. Soit c'est un choix parce qu'ils voulaient une peau un peu
dufteuses où on voit pas justement les follicules, soit parce qu'on n'y connaît rien et qu'on n'est pas capable d'identifier des peaux. Voilà, c'est tout. Ça m'était arrivé pour les phoques. Donc, je me méfiais simplement de mon incapacité. Donc, je vous montre les peaux en question, celle de Cambrai, c'est un peu comme du velours. Voilà. Hop. C'est ces peaux-là. Et en fait, vous voyez, quand vous regardez sous microscope, on ne voit pas les follicules. On voit juste les traces, mais c'est pas suffisant pour identifier l'espèce animale. Voilà. Et en fait, ça, c'est parce que il y a toute la partie du grain de la peau qui a été retirée au moment de la fabrication, je pense. Donc, hop, rebelote, protéines. Bing! Du cerf, du cerf, du cerf, du cerf, du cerf, du chevreuil, du chevreuil, du cerf, du cerf, du cerf. En gros, c'est ça. Donc, ceux qui sont en orange, c'est les manuscrits carolingiens, principalement, et les autres un peu plus tardifs. Donc, vous voyez, il y a quand même une récurrence. Voilà. Du coup, je me suis dit, est-ce que c'est que à Cambrai ou est-ce que je vais voir ailleurs? Orléans, tac, les mêmes. Hop, c'est à peu près là. Voilà. Cerf, chevreuil, un mouton, attention, faut se méfier. Et un qui n'a pas fonctionné. Alors j'ai appris ensuite, on a revérifié le mouton, finalement on n'est plus si sûr. Donc voilà. Mais voilà. Et alors Saint-Amand, je me suis dit aussi, ça serait pas mal Saint-Amand parce que Saint-Amand, alors autant les autres bibliothèques, l'origine à Orléans c'est Fleury, à Cambrai c'est Cambrai, et à Saint-Amand on ne sait pas. Ça vient de partout. Donc je me suis dit super, ça va peut-être nous donner une idée. Voilà, on a différentes origines, sauf si les reliures ont été refaites au XIe siècle. Là, j'ai un doute. Voilà. Et là, je commence à me demander. Mais pareil, les mêmes. La même chose. C'est vraiment le même type de cuir hein, par rapport aux autres. Vous voyez, c'est par rapport à Clairvaux, rien à voir. Et voilà. Cerf, chevreuil, cerf, cerf, chevreuil, chevreuil, cerf, cerf. Ah, un veau. Donc, il faut quand même se méfier. Je pense qu'il y a quand même une volonté de. Parfois, bon, on n'en a pas sous la main, c'est pas grave, on va en faire un qui ressemble. Et Saint-Gall, allez, alors, Saint-Gall, le problème, c'est que j'ai pas choisi les échantillons moi-même. Je sais pas ce qu'il a cherché. Donc, je pense qu'il faudra que j'y retourne. Il y a des soucis. Dans les reliures carolingiennes que j'avais demandées, il y en avait 2 du XVIe siècle. Donc, j'y retournerai, je pense. Mais il y a quand même du cerf. Voilà, faut se méfier. Et donc, bon, j'essaie d'aller vite pour vous laisser tranquille. Mais il y a quand même quelques peaux domestiquées. Donc, faut quand même se méfier. Elles ont la même apparence. Chevreuil, 26% et cerf, 67% quasiment. Voilà. Donc, il me reste à aller voir Autun. Il y en a beaucoup moins des reliures carolingiennes, donc je vais essayer de terminer ce projet quand même. Je les aurai toutes analysées. Voilà, je vous remercie. Je voulais remercier euh, Montpellier. Alors, j'ai pas marqué Marine Kichine, je crois que je la vois en fait. Elle est là. Ouais, la coquine. Je pensais que vous n'étiez pas là. Qui va vraiment est à la source de cette thèse, en fait, en m'ayant vraiment aidé, je vous le dis tout à l'heure. Mais ensuite, pour les échantillons, Anne-Sophie et Hélène, qui m'ont autorisé et qui m'ont même fait des prélèvements, merci, à les étudier et à les prélever, notamment l'année dernière. Et puis ensuite, Claire Chahine, qui est chercheur, enfin, elle est maintenant retraitée, mais spécialiste des cuirs, qui m'a beaucoup aidé, Rémi Cordonnier, qui m'a donné accès aux collections aussi de Saint-Omer. Et puis, bien sûr, Emmanuel Minorichaume à la médiathèque du Grand 3. Et puis, Bilbissima, qui m'a financé pas mal de mes trajets. Et François Bougard, bien sûr, mon directeur de thèse. Voilà, je vous remercie. Pour les questions. Eh ben merci beaucoup Élodie. En tout cas, c'était tout à fait passionnant. On a l'impression de reculer de 1000 ans, pas tout à fait, mais pas loin, et de toucher du doigt effectivement ce qu'était cette vie autour des abbayes, ces échanges commerciaux qui allaient si loin dans le nord de l'Europe. Enfin bon, et tout ça à partir des manuscrits et de leurs reliures. Donc c'est bluffant. Donc, merci beaucoup. Après, ça a l'air vraiment compliqué. Franchement, les diagrammes, c'est pas trop là, perdre, mais surtout l'ADN, mais c'est un peu, voilà. Plus rien mettre. Donc, je sais pas si peut-être le temps pour, allez, une question, une, deux questions, si vous en avez, je sais pas.
Souvent, quand il n'y a pas de questions, c'est que les gens n'ont rien compris. Merci. C'est peut-être très spécialisé, c'est peut-être pour la discussion après, peut-être un peu personnel. Est-ce que vous avez aussi mené, ou vous connaissez quelqu'un d'autre qui a mené les recherches pareilles pour les peaux des moutons et pour disons, autres clusters Pour les de moutons. provenience que cistercienne, par exemple pour le sud de France, Italie du Nord, et les choses comme ça? Alors, euh, pour les chèvres, j'ai une collègue espagnole qui travaille dessus. Pour les moutons, il y a des... Alors, en termes de manuscrits, ça... Oui, pour le parchemin, dans mes collègues qui s'y intéressent. En termes d'ADN, etc., on est juste en train d'essayer de faire des différences justement entre l'Angleterre et la France. Mais c'est très compliqué, si j'ai bien compris. C'est pas publié et j'ai pas la main sur tous les résultats, mais je crois qu'il y a quelque chose qui se profile. Ça a l'air de très, très bien fonctionner. Mais contrairement aux espèces sauvages, on n'a pas des données aussi Ou précises. domestiques. Ouais. Mais après, là, je vous ai parlé vraiment de ce qui m'intéresse, mais pour le parchemin, on analyse quasiment systématiquement. Donc, j'ai je sais pas, des milliers de résultats, et notamment sur la qualité de production, ce qu'on appelle le Parchment Quality Index. C'est la durée, le temps pendant lequel la peau était trempée dans la chaux qui altère en fait le collagène. Et donc, on a des variations de qualité à ce niveau-là qu'on a pas mal étudié pour les moutons. Et pour la fabrication aussi, j'ai mon collègue restaurateur qui fait lui le parchemin en archéologie expérimentale, en fait, qui s'intéresse beaucoup à l'époque carolingienne et fin de l'Antiquité, qui a aussi beaucoup testé la production de parchemins dédoublés. Voilà. Par rapport aux phoques encore, ça m'est un peu surprenant que, si je me trompe pas, qu'au sud de France ou sud-ouest France, il n'y a pas tellement, parce qu'il est quand même assez connu les relations maritimes assez intenses entre le Pays Basque et l'Islande. Donc ça peut être aussi creusé dans ces directions-là. Moi, je ne suis pas tout à fait... En fait, on était en contact avec des archéologues qui travaillent que sur les mammifères marins à Cambridge. Et ils nous ont invités justement à présenter parce que ils avaient jamais trouvé enfin, c'est les plus anciennes, je l'ai pas dit, c'est les plus anciennes peaux de phoque qui ont survécu dans le monde. Donc, ils étaient tout excités d'enfin en trouver. Mais d'après eux, il y a des phoques en Méditerranée, mais au XIIe siècle, sur la côte nord française, a priori. Bon, après, moi, je suis pas archéologue, mais j'ai quand même vérifié auprès de plusieurs collègues, il n'y en a pas. Ah, pardon, j'ai peut-être pas compris votre question. Ah, mais c'est pas les mêmes phoques. C'est pas la même. Ouais, non. Oui. Oui, Islande, oui, oui. Islande, Groenland, Danemark. Mais non, on a aucun ADN qui correspond aux phoques du Sud. Mais de toute façon, là, ouais, c'est pas la même. Ah, c'est ça qui dit que c'est les Basques qui vont les chercher? Bah, dans les seuls textes qu'on a, ça correspond plutôt au Norrois. Ouais. Bon, après, je veux dire, j'ai pas la toute. Ouais, c'est pas impossible. Hein, oui, oui. Je veux dire, là, pour l'instant, ça correspond exactement aux zones où ils s'arrêtent. Donc, c'est surprenant, mais je peux pas. J'en mettrai pas un jeu. Il n'y a pas mention dans les archives de l'abbaye de la manière dont ils Non. achetaient ces peaux-là. Non. Et la seule mention, c'est Rome. Voilà. Et c'est les Norrois. Ouais. Voilà. Et ça vient vraiment là pour un peu du nord de la France, ils le disent. De la France, pardon. Du nord de l'Europe par vraiment les Norrois. Mais je sais pas. Hein. Franchement, c'est pas impossible. Enfin, après, il y en a pas du tout Ce que je trouve quand même étonnant, c'est qu'il n'y en a pas du tout ailleurs. C'est vraiment, j'ai regardé en Espagne, en Allemagne, j'ai des représentations, mais il n'y a plus beaucoup de reliures avec la réforme. Bon, on n'a plus grand-chose. Donc, il y a des représentations, deux représentations, donc des représentations du XVIIe siècle, de représentations médiévales de
de reliures avec des poils à la création des abbayes. Donc, je soupçonne qu'il y ait eu des peaux de phoque, mais j'en ai trouvé qu'une et j'ai pas l'origine du manuscrit, donc je sais pas. Mais dans les pays latins, j'en ai pas trouvé. Mm. Donc oui, je sais pas. Mais c'est possible. Hein. Oui, c'est pas. Voilà, franchement, un à l'abri oui, oui. Si, on n'a pas le droit on est obligé de l'enlever. On est obligé de l'extraire. Oui, si, on en a beaucoup. Si, on est obligé de le. Oui, on n'a pas le droit de les traiter du tout. On n'a pas le droit d'en parler. On n'a pas le droit. Mais si, si, je pense qu'on a dû séquencer le mien pas mal de fois. Et même moi, j'ai pas le droit. Des ADN anciens. ADN ancien aussi, oui, oui, oui. Alors ça, je sais pas, aux États-Unis, ils voulaient essayer de nous faire travailler pour vérifier qu'un manuscrit avait bien appartenu à quelqu'un. Alors, je sais plus qui c'était, Shakespeare, je sais plus. Et c'était compliqué parce que ça voulait dire qu'il fallait discriminer les ADN humains qui n'étaient pas les ADN de Shakespeare. Moi, je sais plus si c'est Shakespeare, je vous dis peut-être une grosse Et bêtise. du coup, comment c'est le Voilà, sien? c'est ça. Et du coup, il fallait comparer. Ouais, donc ça a pas pu se faire. Ouais, oui, après, c'est aller chercher des choses qui sont. Voilà. Mais si, mais c'est ça, oui, ouais, ouais. On a bien l'ADN, ouais. Déjà, si lui demandait, voilà, parce que je dénonce la copine, pourquoi il y avait ces chemises par-dessus les reliures? En fait, je sais pas. En fait, on sait pas. Moi, je pense quand même parce que la peau en dessous, elle est incroyablement. À Saint-Omer, ils mettent juste des petits morceaux de. Il y a aussi des peaux de mouton, mais ils couvrent juste le dos, donc c'est utile. Ils couvrent pas les plats parce que c'est pas la peine, ça coûte trop cher. Enfin, je pense que c'est ça. Et à Clairvaux, je pense que c'est un peu pour un pied de nez en disant, voyez, nous on a l'argent pour. Donc ils couvrent. Bah, je sais pas parce que c'est très imperméable aussi, donc c'est quand même malin. Mais comme je sais pas s'ils savaient si c'était des peaux de phoque et j'en doute, du coup je sais pas trop. Comme il n'y a pas le nom qui circule, voilà. S'ils savaient que c'était des peaux de phoque, alors c'est très malin parce que c'est très imperméable. Il y a une couche de graisse dessus. Comme c'est pas le poil est pas retiré, la couche de graisse c'est toujours là. Parce qu'on peut le retirer le poil, hein, c'est pas un problème. Mais du coup il y a peut-être. Bon, alors est-ce que c'est une mode? Est-ce que c'est malin et un choix technique pour protéger le parchemin des variations hygrométriques dans la bibliothèque? Peut-être. Ça protège moins des insectes, mais du coup, je sais pas. Je me suis posé la question, puis le blanc surtout des cisterciens, je pense ça devait leur plaire. Mais en dessous, il y a les peaux de phoque qui sont quand même hyper belles. Les peaux de phoque, les peaux de mouton qui sont d'une Super qualité. blanche, ouais. Elles auraient pu servir à écrire un manuscrit, quoi. Elles sont utilisées, elles sont cachées. Et ça, c'est vraiment Même celles de Montpellier sont de belle incroyable. qualité Il aussi. n'y a pas un défaut, pas une On voit piqûre que c'est d'insecte. des reliures qui sont riches Ouais. En toute et discrétion. précieuses. C'est ça qui est marrant. Ouais. Et du coup, je finis juste en faisant une remarque. C'est aussi pour ça, enfin, la présentation d'Élodie nous montre ce soir l'importance quand on intervient, nous, restaurateurs, de connaître au maximum l'histoire des collections parce que il y a beaucoup aussi, enfin, il y a beaucoup, non, il y a quelques reliures de Clairvaux qui, on va dire, dans les années 80, ont changé leur forme et on sait qu'il y avait ces reliures anciennes. Alors, on le sait malheureusement pas par des rapports de traitement, parce que ça, c'était pas ni des photos, c'était pas les habitudes de l'époque. Mais par contre, on le sait, oui, effectivement, par comment dire, voilà, c'est ça, la transmission orale, ce que j'appelle la transmission orale à l'atelier de restauration. Mais du coup, c'est vrai que cet élément-là et le fait de travailler avec des gens comme Élodie, nous, ça nous a modifié profondément notre manière d'aborder les manuscrits. Et voilà, c'est juste pour Et puis les modes de conclure de mon couture côté. et tout, il y a des choses qu'on voit quand on est restaurateur. Tu sais, les fameuses coutures, tu te souviens, là, qui sont faites à l'envers. Enfin, il y a des choses rigolotes que, en tant que restaurateur, vous pouvez retrouver et que nous, on ne voit pas. Donc,
Oui, le voilà. complément, effectivement, entre le chercheur voilà, et le restaurateur, et à quel point on doit essayer de conserver ces traces, effectivement, pour les chercheurs actuels et à venir, des siècles à venir aussi, probablement. Écoutez, on va s'arrêter là pour ce soir, mais en tout cas, encore merci de votre présence et encore merci à Élodie pour cette magnifique conférence.